en voyant ce qui se passe en RDC présentement, ce qui me vient en tête, c'est la souffrance. La souffrance de la population, les vieilles mamans, les enfants, la mort des innocents, donc la souffrance. En bref, la souffrance de la population que je vois, parce que s'il y a la guerre, on parle, il y a des décès, il y a les gens qui quittent leur maison, donc c'est la souffrance et la misère de cette population de l'Est du Congo. Moi, je m'appelle David Monga Héritier. Je suis ressortissant de Fizi, précisément à Kalunja, un petit village de plus de 15 000 personnes à l'est du Congo. C'est là que j'étais né, mais j'ai grandi dans la grande agglomération des territoires de Fizi qui s'appelle la ville de Baraka. Ce qu'on faisait comme petit, moi, ce que j'adorais beaucoup, c'était d'aller chercher des mangues sur le manguier qui étaient sur les lacs Tanganyika et aller chercher aussi les avocatiers et les oranges. Donc, la vie dans notre village était bonne parce que les gens mangeaient à leur faim parce qu'ils étaient des cultivateurs. Il y a des gens qui récoltaient leur manioc, il y a les pêcheurs qui pêchaient, qui avaient beaucoup de poissons, qui venaient avec le produit du lac après avoir passé peut-être quelques heures en pêchant. Et puis mon papa, moi, de ma part, mon papa, il avait ses filets et aussi il avait un petit magasin, on appelait une boutique. Donc chez nous, on était comme je peux dire une famille de la noblesse dans le village. Et puis les voisins, on vivait en paix avec tout le monde parce qu'il n'y avait pas de conflit, on était quand même bien. Et les gens partageaient tout parce que, comme vous savez, dans nos villages, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Tous ceux qui avaient, par exemple, besoin de quelque chose, qui ont besoin d'avoir des poissons, je me rappelle quand j'étais petit, il y a des gens qui venaient le matin au lac, demander à mon papa de donner des poissons à tout le monde. Et papa se demandait à ses pêcheurs de partager les poissons avec tout le monde, ce qui faisait que la cohésion et la vie pacifique entre les gens de notre communauté était quand même très solidaire. La situation a commencé à changer en 1990. En 1990, après la guerre qui a commencé au Rwanda, la guerre des AFPR, parce que chez nous, sur les montagnes qui surplombent la ville de Baraka, Bibokoboko et puis les moyens plateaux, il y avait les réfugiés rwandais qui étaient là-bas avec les troupeaux. Et puis quand la guerre a commencé au Rwanda, ces gens-là, avec une petite histoire, en 1972, ils avaient obtenu la nationalité de masse que Mobutu avait accordée à ces gens-là. Mais en 1990, on a vu ces gens déchirer les cartes pour citoyens zaïroises pour retourner en Ouganda, aller rejoindre les troupes de AFPR qui étaient dirigées par l'actuel président du Rwanda, Kagame, pour mener la guerre contre le régime d'Abiyarimana qui était président du Rwanda à l'époque-là. C'est là que les choses ont commencé à changer parce que à cause de cette guerre qui était au Rwanda, il y a eu l'arrivée massive des populations rwandaises au Congo. Et puis là, c'était la rentrée des armes à feu dans l'est du Congo. Et quand tout le monde avait eu des armes, c'est là que la vie a commencé à changer parce qu'il y avait des banditismes, il y avait les gens qui commençaient maintenant à faire des embuscades pour voler les choses d'autrui. Et après, en 96, c'est là qu'on a vu maintenant la guerre, le début de la guerre de AFDL, la guerre qui était quand même motivée avec d'autres raisons. Les gens étaient fatigués avec Mobutu, mais les réfugiés rwandais là, que j'ai dit qu'ils ont retourné en Ouganda pour aller soutenir la rébellion de Paul Kagame, ils avaient signé des accords avec Kagame tout en demandant à Kagame de les soutenir, de venir prendre le pouvoir au Zaïre et de diriger les Zaïre. Et puis quand ces gens sont venus en 96, ils ont commencé à faire de représailles contre la population locale, contre les autochtones. C'est ce qui a changé notre vie parce que les gens n'avaient plus moyen d'aller faire leur pêche et puis d'aller par exemple au champ. Ils avaient peur parce qu'il y avait des gens qui circulaient avec des fusils. C'est ce qui a causé les gens de quitter leur village et d'aller en Tanzanie comme des réfugiés.
suite à cette guerre, moi je me rappelle en 96, on avait aussi des petites pirogues qui nous a aidé à quitter notre village, Kalmunja, vers le presqu'île d'Ouboari. Après Ouboari, avec d'autres membres de famille élargie, on a trouvé une embarcation qui nous a aidé de quitter Ouboari jusqu'en Tanzanie. En Tanzanie, nous sommes allés dans le camp de refuge de Mugufu. Et après Mugufu, quand j'ai vu que des choses, ça ne va pas, je suis allé au Kenya et c'est par les Kenyans que j'ai la chance d'être réinstallé avec le gouvernement canadien. Et voilà pourquoi je me trouve aujourd'hui au Canada. Oui, moi je peux dire concernant la cause ou bien la raison principale de la guerre au Congo, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs raisons, mais il y a des raisons fondamentales qui poussent les gens à continuer à se battre à l'est du Congo. Comme vous le savez que le Congo, c'est un pays riche. C'est un pays riche en ressources de sous-sol. Il y a tout ce que le monde en a besoin, ça se trouve au Congo. Le coltan, le cobalt, les diamants, le lithium, tout ça, ça se trouve au Congo. Et donc, il y a les entreprises dans des grandes puissances comme États-Unis, Union européenne ou bien Grande-Bretagne, Canada. Il y a des entreprises qui veulent les matières premières qui se trouvent à l'est du Congo. Et ces gens, au lieu d'aller acheter ces matières-là, matières premières, au gouvernement congolais, ils passent par le petit groupe. Mais ces gens-là ne veulent pas passer par les canaux ou bien passer par la voie légale d'aller contacter les autorités congolaises et acheter ces matières légalement. Mais il y a aussi manque de leadership. On trouve que, parce que si vous voulez avoir un pays stable, il faut avoir des institutions qui sont fortes. Alors qu'on voit au Congo depuis 1960, depuis qu'on a eu l'indépendance, on n'a jamais eu des autorités quand même qui s'occupent de la vie de la population. Ce qui pousse cette population à adhérer à n'importe quel groupe rebelle qui arrive, parce que cette population est affamée. Et comme vous savez qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Et si quelqu'un a besoin de manger, il y a quelqu'un qui arrive, qui lui donne à manger. Il est prêt à soutenir son idée. Voilà pourquoi cette population de l'Est ou bien du Congo en général intègre facilement les groupes rebelles, parce que le gouvernement qui se sont succédés, ils sont incapables à répondre aux besoins parce que, par exemple, les enseignants ne sont pas payés, les médecins ne sont pas payés, les écoles ne sont pas bien construites, il y a les enseignants qui n'ont pas des équipements. Toutes ces raisons-là poussent cette population à croire que peut-être ces groupes qui arrivent, ils peuvent être une solution pour nous. Mais s'il y avait une administration, s'il y avait des autorités qui s'occupent quand même des besoins de base de cette population allait être numéro un, à les protéger ou bien à protéger leur pays. Donc, il y a des raisons politiques, il y a une administration qui ne s'occupe pas du bien-être de sa population. Oui, avec la guerre qui se passe actuellement à l'est du Congo, il y a plusieurs facteurs. And he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi, because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. Les allégations du Rwanda pour dire qu'ils sont au Congo pour traquer les FDLR. Moi, je vais vous donner une histoire, pas très longtemps. En 1898 jusqu'en 2002, les Rwandais contrôlaient l'Est du Congo parce que c'est eux qui contrôlaient le RCD Goma. Il y avait des militaires rwandais. Ils étaient là-bas pendant 5 ans. Et quand la rébellion est finie, ils avaient signé plusieurs accords avec le gouvernement du président Joseph Kabila pour traquer le FDLR. Donc, l'effet de FDLR, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour envahir le Congo. Mais la vraie raison, le Rwanda est utilisé par la communauté internationale pour piller les matières premières qui se trouvent à l'est du Congo et puis les vendre aux entreprises américaines, aux entreprises européennes et certaines entreprises canadiennes. As conflict grips the east of the Democratic Republic of Congo, the EU executive in Brussels is being asked to reconsider its minerals deal with neighbouring Rwanda.
If we fail to respond decisively, we will not only betray the people of Congo, but also weaken Europe's own strategic interests. Et puis aussi les M23 qui disent qu'ils sont là pour défendre la minorité, tout ce qui se trouve à l'est du Congo. Ces gens-là vivaient très bien, vivaient en paix avec la population avant 1996. Mais les Rwandais, c'est les Rwandais qui les poussent pour que la communauté internationale puisse voir que ce problème, c'est un problème Congo, alors que ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème de l'extérieur. C'est Rwanda qui veut avoir des matières premières qui se trouvent à l'est du Congo, mais ils essayent de trouver certains Congolais qui sont aussi complices avec eux pour légitimer cette rébellion. Mais ce n'est pas l'objectif de protéger la minorité, parce que je peux te dire, pour la minorité, il y a des Tutsis congolais qui sont au gouvernement. Il y a des généraux Tutsis congolais qui sont là-bas. Donc, la raison de dire qu'ils sont là pour protéger la minorité, non, c'est faux et archi faux. C'est Kagame qui l'utilise pour que ces gens donnent cette raison-là. Il y a Makenga qui est comme le chef militaire de M23. Il était dans l'armée, il était colonel, il était commandant brigade. Mais il a quitté pour aller commencer ce truc-là de M23. Donc, en dehors de ça, ce que je peux te dire, FDLR, minorité, non. Mais tous ces gens-là profitent aussi de la faiblesse du gouvernement de la RDC. Parce que le gouvernement n'a pas arrivé à préparer quand même, à organiser une armée solide, forte pour la défense des frontières. Voilà pourquoi ces gens, leurs voisins, ou bien je peux dire l'Ouganda, le Rwanda et d'autres pays profitent de la faiblesse de la défense de la RDC pour nous envahir chaque fois et pour venir nous attaquer. Oui, moi je pense que les médias congolais doivent jouer un rôle très important dans cette guerre parce que, comme vous le savez, que les médias sont considérés toujours comme les quatrièmes pouvoirs dans chaque pays. Comme je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés de ce qui se passe à l'est du Congo, bien au Congo en particulier. Il y a les gens qui pensent que peut-être les allégations qui sont avancées par le gouvernement rwandais, les allégations avancées par le M23 sont réelles. Ce sont les causes principales de cette guerre. Mais non, ce sont les médias congolais qui doivent quand même jouer leur rôle en expliquant au monde entier que la cause principale de cette guerre, ce sont des causes économiques et non des causes parce qu'il y a une minorité qui est bafouée, il y a le FDLR qui se trouve à l'est du Congo. Non, ça, ce sont des prétextes. Voilà pourquoi je vais demander aux médias congolais, nous sommes au XXIe siècle, là où la technologie est beaucoup avancée, et d'essayer quand même de partager l'information avec d'autres nations. Il y a les gens qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, en Europe, en Asie, qui ne sont pas informés des causes principales de cette guerre qui a beaucoup duré depuis 1996 jusqu'à présent. Il faut que les journalistes congolais aussi de cesser leur division, de cesser leur habitude. Il y a des journalistes pro-gouvernement, il y a des journalistes pro-opposition. Tous les médias doivent se mettre ensemble quand même de défendre, de partager l'information qui va laisser le monde entier de connaître les causes ou bien des raisons propices qui poussent les gens à venir envahir leur pays. Aussi la communauté locale, donc les gens qui habitent dans des régions affectées par cette guerre, les gens qui sont au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri et au Maniema, ces gens aussi doivent jouer un rôle très important parce qu'on ne peut pas faire la défense d'un pays si sa population n'est pas derrière les institutions qui gouvernent. Voilà pourquoi je vais demander à cette population de soutenir toutes les initiatives de paix qui sont prises avec le gouvernement de Kinshasa et il faut que cette population se range derrière leur gouvernement. De quelle façon? Il faut que cette population dénonce toute personne qui peut avoir une idée de commencer une chose peut-être qui peut nuire à la sécurité ou à la paix dans leur milieu respectif. Il faut que cette population collabore. S'ils voient qu'ils trouvent quand même il y a quelqu'un qui vient les sensibiliser de commencer quelque chose, envie par exemple de changer le régime, il faut que cette population soit au premier niveau de dénoncer toute personne, toute tentative qui commence une initiative qui va nuire à la paix. Mais pour terminer ce point, il faut que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités.
Le gouvernement doit venir en aide pour donner ce que cette population a besoin. Cette population a besoin de quoi? Cette population a besoin de la nourriture. Cette population a besoin des infrastructures. Cette population a besoin d'emploi. Si le gouvernement arrive quand même à répondre à ces besoins de base, cette population va se sentir à l'aise et va se sentir valorisée avec leur gouvernement et ils seront prêts. Ils seront prêts quand même à se battre et à défendre leur intégrité de leur pays. Moi, je pense que le conflit qui se poursuit actuellement à l'est du Congo impacte beaucoup sur la vie de la jeunesse, surtout de la partie est du Congo, parce que si on parle de la guerre, on parle l'abandon des villages. Si on parle de la guerre, on parle de destruction des écoles. Et s'il y a des écoles qui sont détruites avec des bombes, avec des armes, moi je pense qu'il n'y a pas des enfants qui vont aller à l'école. Donc chaque fois cette jeunesse-là se trouve dans la rue pour fuir, pour chercher quand même un milieu très sécuritaire plus que leur village. Et si quand même il y a des gens qui sont quand même affectés par ce combat, c'est la jeunesse, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à l'école ou bien d'aller à l'université ou au collège pour poursuivre leurs études. Et là, nous risquons quand même un danger, peut-être d'ici 50 ans, nous risquons d'avoir une population analphabète à l'est du Congo, parce que ces gens-là, ils ne seront pas capables à lire, ils ne seront pas capables à penser, ils ne seront pas capables quand même à se retrouver autour d'une table, de discuter des idées constructives pour leur pays. Donc moi, mon souhait, je veux que ces conflits s'arrêtent le plus tôt possible pour que ces jeunes-là puissent trouver leur place dans des écoles, dans des universités et continuer avec leurs rêves. Et nous qui sommes par exemple en dehors du pays, de retourner un jour au pays, d'aller contribuer ce que nous sommes en train d'apprendre au Canada, ce que nous sommes en train d'apprendre en Europe et d'aller construire notre pays. Notre pays a tout, nous avons tout. Dieu nous a donné tout. Il n'y a pas personne qui peut venir au Canada si au Congo il y a la paix, si au Congo il y a du travail, si au Congo il y a tout ce qu'on a besoin. Comme suggestion, je demanderais à tous les belligérants qui se battent à l'est du Congo présentement d'oublier leurs intérêts, parce que beaucoup de ces gens se battent à cause de leurs intérêts. Il faut que ces gens puissent savoir que nous avons un pays qui est le Congo, et c'est ce que nous devrons nous tous travailler pour sauver ce Congo. Il faut nous mettre quand même à côté nos problèmes, nous mettons à côté nos égos pour qu'on puisse se retrouver autour d'une même table comme les enfants, d'un seul père ou d'une même mère, discuter nos problèmes, trouver des solutions. Il n'y a pas des Occidentaux qui vont venir nous aider, nous les Congolais, à trouver la paix. Non, c'est les Congolais eux-mêmes. Comme on dit qu'on ne développe pas une communauté, mais chaque communauté se développe. Et c'est la même chose. On ne trouve pas la paix, pour une communauté, mais chaque communauté trouve la paix elle-même. C'est assez. Depuis 1996 jusqu'à présent, c'est presque 30 ans. C'est assez. Nous voulons que nos mamans, les enfants qui ont été nés pendant la guerre, ces enfants-là retournent à l'école. Ces enfants-là vivent en paix dans leurs milieux respectifs. Nous voulons que les réfugiés qui sont en Tanzanie, qui sont au Burundi, qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda, puissent retourner dans leur village. Parce que les villages sont vidés présentement avec leur population, ce qui est un grand risque. Voilà pourquoi moi je veux que les hommes politiciens congolais puissent se retrouver le plus tôt possible et de mettre à côté leurs échos et de trouver une solution durable.